Dimanche 17 juillet 2016, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. La maison de la presse a tenu ce matin son assemblée générale ordinaire des assises d'une journée regroupant une vingtaine d'organisations socio-professionnelles des médias du Niger. Une AG pour renouveler le bureau du conseil d'administration et le bureau exécutif de la maison de la presse. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Adamou Soumana et Aboubacar Souley. Les délégués de la vingtaine d'organisations socio-professionnelles des médias nigériens se retrouvent par la présente rencontre pour une assemblée générale ordinaire de la Maison de la Presse, une association des hommes des médias qui œuvre pour la promotion du pluralisme médiatique et l'indépendance de la presse. Aussi, pour bien mener la mission à elle confiée, la Maison de la Presse bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, au rang desquels l'on peut citer entre autres l'IMS à Danemark, dont l'assistante technique nationale, après avoir succinctement présenté leur programme, a tenu à rappeler à l'assistance le rôle dévolu à la Maison de la Presse. La Maison de la Presse doit être le reflet et l'exemple d'une bonne et transparente gestion à tout point de vue. Elle doit pouvoir projeter une bonne image de la presse nigérienne. Elle doit être capable de développer des projets unificateurs qui, par-delà les catégories socio-professionnelles, contribuent au renforcement des capacités des hommes et femmes des médias et à leur épanouissement, au renforcement de la compétitivité des entreprises de presse, donc au développement de la presse nigérienne. Votre organisation a un grand rôle à jouer pour l'ancrage de la démocratie au Niger. Procédant à l'ouverture de ces assises, le président sortant de la Maison de la Presse, dans une adresse sage, a d'abord fait la genèse du mandat du bureau exécutif sortant, élu il y a plus de 3 ans, avant de s'appesantir longuement sur la situation de la liberté de la presse au Niger. Une situation marquée par la perte de 5 places dans le dernier classement mondial de Reporters sans frontières RSF, qui accuse le gouvernement d'être à l'origine de ce recul, contrairement au rapport de 2012 qui épinglait les journalistes comme les principaux acteurs de cette régression dans ce classement. Au lieu que cette situation nous interpelle, force est de constater malheureusement des atteintes graves à la liberté de la presse pendant ces 2 dernières années, jalonnées par des interpellations intempestives à la police judiciaire de plusieurs de nos confrères. Nous avons même assisté à des arrestations et emprisonnements en violation flagrante de la loi 2010-35 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse au Niger. Des faits inacceptables qui ont conduit la Maison de la Presse à lancer des mots d'ordre d'écran noir et tout récemment le boycott de la traditionnelle rupture collective avec le président de la République. Des actions qui ont connu des succès éclatants et qui ont permis de rappeler aux autorités de notre pays leur engagement pris vis-à-vis de la presse nigérienne. Je ne saurais clore ce tableau sombre de la liberté de la presse sans rappeler que la famille de la presse nigérienne attend toujours la réglementation de la publicité par voie de presse et la signature de la convention collective des professionnels des médias. Fort de mes convictions, je reste toujours disponible à continuer auprès des autres membres du conseil d'administration le combat pour une presse libre et responsable au Niger. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour demander pardon à tous ceux qui se sont sentis vexés par nos propos, critiques ou prises de position quand il s'agit de défendre la liberté de la presse. La journée durant, les participants à cette assemblée générale ordinaire auront droit à un compte rendu sur le partenariat IMS, un compte inventeur du patrimoine de la Maison de la Presse et l'examen et adoption des demandes d'adhésion avant de procéder aux élections aussi bien des membres du conseil d'administration que ceux du bureau exécutif. Et oui, Adamou Soumana, au terme de ces assises, un nouveau conseil d'administration et un nouveau bureau exécutif de la Maison de la Presse ont été mis en place. Retrouvons donc Adamou Soumana et Aboubacar Souley pour le résumé de la clôture de cette assemblée générale. Après une journée d'échange, la vingtaine de délégués des organisations socio-professionnelles des médias nigériens est arrivée au terme des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Maison de la Presse. Une rencontre qui a vu les participants procéder à l'élection des membres du tout nouveau bureau de la Maison de la Presse, au nombre de 7, dont une femme.
Avec à sa tête Ibrahim Harouna qui avait comme challenger à ce poste Ousmane Dambaji du Ringed. Une importante résolution a également sanctionné cette rencontre. Considérant que la Maison de la Presse est engagée dans un partenariat d'appui dont la validité est fixée au 18 août 2016, considérant la nécessité de maintenir et continuer ce partenariat vital pour le renforcement des capacités de la Maison de la Presse, l'Assemblée générale décide que le bureau exécutif de la Maison de la Presse, élu le 17 juillet 2016, prendra fonction le 20 août 2016. L'Assemblée générale donne mandat au bureau sortant pour conduire les activités de l'association jusqu'au 18 août 2016. Fait à Niamey le 17 juillet 2016, l'Assemblée générale. S'adressant à l'assistance, le président sortant de la Maison de la Presse, Hassan Langue-de-Bois, manifestait sa joie de voir ses assises se tenir dans la confraternité. Il a aussi profité de l'occasion pour prodiguer des conseils aux nouveaux membres du bureau. Vous venez une fois encore de prouver que la presse nigérienne, dans son ensemble, et les organisations socio-professionnelles des médias sont dotées d'un esprit démocratique. Vous avez prouvé qu'au sein de la Maison de la Presse, la contradiction elle est permise. La divergence des points de vue est une réalité. Et c'est cela mon soulagement. Je souhaite que dans 3 ans, que nous puissions célébrer d'autres acquis. Il faut avoir à l'esprit l'intérêt de cette maison. Elle nous appartient à tous. Mettez l'intérêt général au devant de toutes vos actions. Prenant la parole à son tour, le nouveau président de la Maison de la Presse a naturellement remercié l'ensemble des délégués du choix apporté sur sa modeste personne pour prendre en main les destinées de l'association. Nous sommes conscients que le défi est difficile à relever, mais il faut le faire. Nous avons des acquis obtenus de haute lutte depuis des années. On ne peut pas se permettre de perdre ces acquis que nous avons obtenus, mais plutôt tout faire pour obtenir d'autres et renforcer la liberté de la presse. Un autre point qui me tient à cœur ces derniers temps, c'est surtout la confraternité. Nous sommes dans une famille. La confraternité est un lien très important. Quand nous nous attaquons à la confraternité, nous permettrons à d'autres de s'infiltrer parmi nous et de nous diviser. A noter que la vice-présidence de la Maison de la Presse est occupée par le sieur Adouada. Quant à Ibrahim Abdou Tikiré du groupe Labari et de l'Union des journalistes sportifs du Niger, il occupe le poste de secrétaire général adjoint de l'association. Bon vent au nouveau conseil d'administration et bureau exécutif de la Maison de la Presse pour les 3 prochaines années. Bonne chance donc à la nouvelle équipe dirigeante de la Maison de la Presse. Elles sont beaucoup plus utilisées dans cette période de saison de pluie. Les moustiquaires sont d'une grande importance pour la population. Leur utilisation contribue à réduire considérablement les risques du paludisme. Cette maladie fait chaque année plusieurs victimes. Que la population doit comprendre, le moustiquaire là, il ne faut pas venir causer jusqu'à minuit et aller se coucher dans le moustiquaire. Non. Il y a une période de la nuit, en tout cas à partir de 20h, 21h, il faut faire en sorte qu'on s'éloigne des moustiques. Parce que si vous êtes exposé et que les moustiques vous ont déjà piqué et que vous rentrez dans les moustiquaires, à coup sûr, vous allez développer le palu. Soit trouver d'autres moyens pour détruire les moustiques en attendant que vous rentrez dans les moustiquaires. Il faut débarrasser le quartier de tous les déchets qui sont dans les conteneurs. Il faut que les municipalités vident de façon régulière. Il ne faut pas attendre que les déchets se déversent en même les sols un peu partout. Il faut évacuer tous ces conteneurs. Il faut faire en sorte que la population puisse empêcher la stagnation de l'eau dans les quartiers. Parce que l'eau stagnante constitue un type de larvaire et ça favorise la multiplication des germes.
D'après les statistiques, le Niger est l'un des pays du monde à fort taux de croissance démographique, soit à 3,9%. Pourtant, le pays dispose d'un plan de planification familiale qui couvre la période 2013 à 2020. La planification familiale, c'est cette politique d'espacement des naissances qui arrangerait les couples. Le reportage est signé Ousmane Sidikou et Soumel Abdoulaye. Le Niger, pays enclavé, connaît une croissance démographique des plus galopantes, ce qui n'est pas sans conséquence sur son développement socio-économique, d'où cette vision comme alternative de la planification familiale. Dans le cadre de la planification familiale, le Niger était ainsi doté dans le domaine de la santé de la reproduction du plan que je suis en train de tantôt de parler. Le plan de la planification familiale est de 2013 à 2020, qui a été élaboré par le gouvernement avec le soutien important des bailleurs de fonds, de la société civile, des différentes ONG, des partenaires d'exécution et sans oublier le secteur privé. La planification familiale, une politique d'espacement des naissances qui revêt une importance capitale. L'importance, ça se voit d'abord chez la femme. La femme qui fait cette planification familiale, elle a le temps de s'occuper d'elle, de s'occuper de son foyer et de s'occuper aussi des enfants. Parce que quand une femme a beaucoup d'enfants avec des grossesses qui sont rapprochées, souvent elle a beaucoup de difficultés pour s'occuper, même pour les éduquer, c'est un problème. Et la planification familiale a un avantage aussi chez l'homme, parce qu'aujourd'hui la vie est dure, les temps sont durs. L'homme aussi est concerné dans cette planification familiale. Un espacement des naissances qui d'ailleurs n'est pas en contradiction avec l'islam. L'islam a voulu prendre en compte l'espacement de naissance dans le livre saint quand Allah subhanahu wa ta'ala donne le choix à celle qui est en train de sévrer son enfant d'aller avec son mari, donc dans le consensus d'aller jusqu'à 2 ans de suite, Hawlaini Kamelaini, pour celui qui veut compléter donc le sévrage. Ainsi vous comprenez, naturellement quand la femme sèvre son enfant, donc le système de reproduction est bloqué. Donc en disant de sévrer l'enfant jusqu'à 2 ans pour celui qui veut parfaire le sévrage, Allah voulait nous dire espacer, prenez le temps d'espacement de 2 ans entre le venu et celui que vous espérez. La planification familiale trouve toute sa justification et les vues s'accordent au regard de l'impérieuse nécessité dans la préservation de la santé de la mère et de l'enfant au sein du couple. Du sport dans ce journal, c'est pour parler de la 2e édition du championnat national du Maracana, qui a pris fin hier à l'Académie des arts martiaux de Niamey. La grande finale a été remportée par la formation d'Issaberi face à l'équipe de Bukoki, 1-0 au terme d'une partie âprement disputée. Le résumé de cette finale avec Ibrahim Tikire et Aboubakar Soleil. Après une vingtaine de matchs toute la journée de ce samedi 16 juillet 2016, la finale de la 2e journée du championnat national de Maracana a mis aux prises l'équipe de Issaberi en vert contre l'équipe de Bukoki en orange. Au finish, ce sont les joueurs de Issaberi qui se sont imposés 1-0 avec un peu de réussite. Remporter encore une seconde fois, je dirais, la 2e édition que nous remportons aujourd'hui. Donc c'est toujours une fierté d'avoir une coupe. Mais l'objectif reste encore toujours la Coupe d'Afrique. La fierté sera comblée au moment où nous allons apporter cette Coupe d'Afrique ici au Niger. Nous avons perdu du Niama. Nous avons perdu du Niama parce que nous n'avons que 3 jours d'entraînement. 3 jours d'entraînement et puis nous avons des absents. Et moi-même qui vous parle, je suis impaludé. Donc je me suis efforcé à jouer pour aider mes jeunes camarades. L'un de l'autre, ça a été bien. La participation a été bonne, l'ambiance a été bonne. Sur le plan organisationnel, la 2e journée du championnat national de Maracana a été une réussite malgré l'absence de 2 régions de notre pays pour des raisons d'ordre administratif. Ce championnat a regroupé les ligues régionales de Maracana de 6 régions. Vous avez la région de Tillabéri,
de Niamey, de Dosso, de Tawa, d'Agadez et de Zender. Donc je voudrais, au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports empêché, féliciter et encourager cette jeune fédération qui vient de démontrer en tout cas que comment on appelle ça, cette association est en bonne marche. Il faut dire que l'organisation du championnat national, c'est un moment fort pour une association. Au titre des récompenses, les équipes vainqueurs perdantes ont reçu des trophées accompagnés d'un ballon. Quant aux équipes participantes, elles ont toutes reçu un ballon. Rendez-vous est pris pour la 3e journée du championnat national de Maracana qui aura lieu avant la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana prévue à Ouagadougou en septembre prochain. Actualité à l'international à présent en Turquie après l'échec de la tentative du coup d'État. La riposte du gouvernement ne s'est pas fait attendre à près de 6000 personnes sont gardées à vue. Le président turc Erdogan promet d'éliminer le virus dans l'État. Il a d'ailleurs participé ce dimanche aux funérailles d'une des victimes. Face à lui, des milliers de personnes venues lui témoigner leur soutien. Après un retour triomphal à Istanbul dans l'après-midi, le président Erdogan prend la parole pour réaffirmer son autorité. Un discours teinté de fermeté et un coupable pointé du doigt, l'opposant Fethullah Gülen, exilé aux États-Unis. Aujourd'hui, après cette tentative de coup d'État, je voudrais que les États-Unis entendent mon appel. Une fois encore, je leur demande de renvoyer de toute urgence Gülen en Turquie. À peine arrivé à l'aéroport, le président turc a accusé son ex-allié, aujourd'hui en disgrâce, d'avoir orchestré ce coup d'État avorté. Des propos rapidement réfutés par Fethullah Gülen. Je suis contre toute forme de coup d'État. Donc mon message au peuple turc, c'est de ne jamais considérer une intervention militaire comme quelque chose de positif, parce que toute intervention militaire met en péril la démocratie. Dans la nuit de vendredi à samedi, le soulèvement de centaines de militaires donne lieu à de nombreux affrontements entre les putschistes et les soutiens du président dans la capitale turque. Ankara, mais aussi à Istanbul, le gouvernement turc affirme désormais avoir repris le contrôle de la situation, même si, dans la matinée, des tirs sporadiques résonnaient encore dans la capitale. Depuis, les arrestations se succèdent, presque 3000 militaires au total, coups de filet dans l'armée, mais aussi dans la justice. Les autorités turques ont ordonné l'arrestation de plus de 2700 juges et procureurs, avec un mot d'ordre, l'intransigeance. Samedi, 8 militaires ont pris la fuite à bord de cet hélicoptère pour se réfugier en Grèce. La Turquie a immédiatement demandé à son voisin de les extrader. Les enquêtes qui se poursuivent 3 jours après l'attentat de Nice qui a fait 84 morts, la piste d'un acte prémédité. Le samedi, c'est précisé, le tueur aurait fait des repérages avant de procéder à l'acte. Le tueur de Nice a-t-il agi seul ? Les enquêteurs ont découvert dans son téléphone un SMS envoyé quelques minutes avant le début de sa course meurtrière à l'un de ses contacts. 22h26, il écrit « À mes en plus, encore 5 armes ». Le destinataire de ce message est actuellement en garde à vue et les enquêteurs s'interrogent. Mohamed Lawayesh Boulel évoque-t-il les armes factices retrouvées à bord du camion ? Avait-il des complices ou voulait-il simplement brouiller les pistes ? Trop tôt pour le dire, mais son crime apparaît de plus en plus prémédité. Le 8 juillet, il vide son compte en banque. Le 11, il loue le camion avec ses économies à une entreprise de Saint-Laurent-du-Var, tout près de Nice. Le 12, il vend sa voiture personnelle avant de se rendre les 12 et 13 juillet sur la promenade des Anglais, sans doute pour faire des repérages. Des caméras de vidéosurveillance de la ville l'ont filmé au volant du camion, en train d'observer minutieusement les lieux. En revanche, pas de nouvel élément concernant sa radicalisation rapide évoquée par Bernard Cazeneuve. Un ordinateur a bien été retrouvé dans son appartement, photographié ici depuis le palier, mais aucun matériel, aucune vidéo djihadiste n'y a été retrouvée. Point final donc de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous, surtout bon début de semaine. Au revoir.